allemand ou italien, bien sûr, mais nous ne sommes plus un champion arrogant parce que notre taux de natalité est en train de baisser. Et il propose à la fois un mélange à la fois de politique nataliste, mais aussi d'immigration. Et je pense qu'il va lancer un débat intéressant sur ce sujet. Mais je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas l'objet de mon… Non, mais c'est dans ce cadre-là que nous voulons en reparler, tout à fait. Je vous, alors, je ne vais pas me contenter du Covid parce qu'il faut replacer les inégalités dans, dans une vision un peu plus longue. En fait, je vais traiter de trois inégalités, et pas plus, parce qu'il y a beaucoup d'autres manifestations des inégalités. Les inégalités de revenus, les inégalités de patrimoine et les inégalités de chance. Ce sont les trois grandes inégalités qui concernent ce qu'on appelle globalement la pauvreté. Les inégalités de revenus, la France n'est pas mal placée en Europe. Nous avons 14%, nous avions au début 2020, 14% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 1 063 € et un peu plus parce que mon chiffre est de 2018. Mais c'est de cet ordre-là, c'est donc c'est par mois, c'est 60% du revenu médian. Donc, le chiffre de 14% se comparait tout à fait bien avec l'Allemagne qui est à 16%, le Royaume-Uni qui est un peu au-dessus de 16%, et la moyenne européenne qui est plutôt autour de 15%. Donc, la politique fiscale redistributive française a un impact assez important pour réduire les inégalités de revenus. Pour vous donner un chiffre, si nous n'avions pas cette politique redistributive, les inégalités, 24% de la population française serait en dessous du seuil de pauvreté. On passe de 24% à 14% grâce à la politique de redistribution. En gros, le budget social de la nation. Et lorsqu'on dit que ce budget social est excessif ou autre, il faut avoir à l'esprit que c'est une magnifique machine pour réduire les inégalités. Dès avant le Covid, malheureusement, ces inégalités ont recommencé à se creuser. 2018 et 2019 sont des mauvaises années. On a vu, notamment à cause des Gilets jaunes, le pouvoir d'achat des Français augmenter, et la seule catégorie de population dont le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, parfois même régressé, c'est les 10% les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bénéficié des aides liées au plan Gilets jaunes, parce qu'ils ne travaillent pas pour une très grande partie d'entre eux. Le RSA est resté indexé sur les prix, mais n'a pas connu de revalorisation. Et les APL et un certain nombre d'autres aides ont été soit réduites, soit désindexées. Et donc, cette politique redistributive dont je vous parlais a été écornée en 2018 et 2019. Et c'est dans ce climat qu'est apparu, dans ce climat de tendance au creusement des inégalités, qu'est apparu le Covid. Alors, ou la Covid, puisque c'est un féminin. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, la Covid a renforcé cette dynamique. On constate un accroissement des titulaires du RSA. On peut considérer que c'est entre 7 et 10% de personnes en plus qui accèdent au RSA désormais. On a montré les distributions alimentaires, les files d'attente devant les distributions alimentaires, et on a vu que de nouveaux publics apparaissaient. En fait, dans les périodes de crise, les gens les plus aisés se protègent, et on ne constate aucune perte de pouvoir d'achat des 20 ou 30% les plus aisés. Je dis aisés parce que ce ne sont pas obligatoirement des gens riches. Ce sont eux qui ont économisé l'essentiel des 100 milliards d'épargne supplémentaire constatée. En revanche, les 20% les plus pauvres se sont endettés et ont perdu du pouvoir d'achat parce que
beaucoup de petits métiers ont disparu pendant la crise. Le travail au noir, qui est quand même une source de rémunération pour les personnes en difficulté, précaire, le travail au noir a été très largement réduit et ceci s'est traduit par un accroissement du taux de pauvreté qu'on n'a pas mesuré, mais que moi j'estime de l'ordre de 1%. C'est-à-dire qu'on devrait désormais avoir un taux de pauvreté qui soit au-dessus de 15%. Je vous parlais de 14 juste avant. Au-dessus de 15%. C'est un chiffre que je n'ai pas vérifié, hein, donc je vous le dis un peu de chic, mais c'est à moi. Je fais un aparté qui aura sa petite portée économique, c'est que la décroissance, puisque nous avons été en décroissance de 10% au cours de l'année 2020, est spontanément injuste. La décroissance crée de l'injustice. Et je le dis à ceux qui sont des adeptes de la décroissance, ils doivent savoir que ça ne fera que renforcer les inégalités. Et que s'ils veulent, en période de décroissance, réduire les inégalités, il va falloir qu'ils prennent des mesures extrêmement fortes et très radicales. Et je ne suis pas sûr que ces mesures soient acceptées. Parce que quand on réduit le gâteau, il est plus difficile encore de le partager. Le deuxième niveau d'inégalité, c'est le patrimoine. Alors là, la France est beaucoup moins bien placée. Les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes en France que les inégalités de revenus. Pour une raison très simple, c'est la hausse du prix de l'immobilier. La France est un pays où il y a beaucoup de propriétaires. Les propriétaires bénéficient de la hausse de l'immobilier et cela crée des inégalités patrimoniales fortes entre ceux qui possèdent de l'immobilier qui a une valeur, parce qu'il y a de l'immobilier qui n'a aucune valeur, mais de l'immobilier qui a une valeur, et ceux qui n'en possèdent pas. Le marché des actions a évidemment aussi profité, mais alors là, une catégorie je dirais là, c'est pas aux plus aisés, c'est aux plus riches que ça a bénéficié, qui ont bénéficié de la hausse de la valeur des actions. Il y a un vrai problème en France, et je pense que cela nous conduira un jour à regarder le problème des droits de succession, qui est un tabou dans notre pays. Il y a l'ISF, évidemment, où il y a le débat sur l'ISF, il y a un certain nombre de taxations, la suppression de la taxe d'habitation ou des choses comme ça, évidemment, sont des mesures qui avantagent les détenteurs de patrimoine. De taxe foncière plutôt, ça avantage les détenteurs de patrimoine. Mais on constate, si on veut aller dans un sens de réduction des inégalités patrimoniales, il va falloir se poser la question du droit de succession, qui est une question, c'est une vache sacrée en France. Et il est extrêmement difficile de s'y attaquer, alors que je crois qu'on n'y échappera pas. Il faudra s'y attaquer. Et nous avons des droits de succession qui ne sont pas les plus faibles d'Europe, pas du tout. Les Belges sont infiniment meilleurs que nous, dans le sens de la faiblesse des droits de succession, les Anglais également, mais en France, le fait que les inégalités patrimoniales sont très fortes va poser une question de droit de succession. Alors ça pose un problème pour la succession de l'appareil productif. Et là, il y a des mécanismes qu'on appelle les Dutreil, qui permet de limiter les droits de succession lorsque la personne qui hérite reprend l'exploitation de son père ou de sa mère. Mais cette question de droit de succession, globalement, pour les particuliers, devra se poser. La troisième inégalité qui est en France le véritable problème, à mon avis, c'est l'inégalité des chances. En fait, l'ascenseur social ne fonctionne plus. Il n'y a pas de mobilité sociale forte. Pour vous donner quelque chose qui est une image, parce qu'on ne peut pas le vérifier dans la réalité, on considère qu'il faut 6 générations à quelqu'un pour sortir de la pauvreté.
6 générations. Ça veut dire qu'on ne sort pas de la pauvreté. Ça veut dire que les pauvres sont des fils de pauvres et que les fils de pauvres vont engendrer des pauvres. Là, l'héritage fonctionne. Et je pense que le président de la République a une expression que je juge juste. Il dit les gens sont assignés à résidence. Et c'est vrai. C'est un des problèmes de notre pays. Et je pense que c'est celui qui mine le plus nos concitoyens. C'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la possibilité de reprendre l'ascenseur social. Je me souviens de quelqu'un qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « L'ascenseur social est en panne, je prends l'escalier ». Mais même l'escalier lui-même ne fonctionne pas. On a une société qui est pétrifiée d'une certaine manière. Alors l'intuition de la stratégie pauvreté qui avait été présentée par Macron en 2018, c'était qu'il fallait traiter le problème en donnant la priorité à la jeunesse. Moi, je pense que c'était une bonne intuition. La mise en œuvre a été malheureusement beaucoup moins emballante que le principe lui-même de s'attaquer à la jeunesse, à la famille, parce que c'est là qu'il faut prendre les inégalités de chance à la racine. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais conclure en disant que on pourra revenir ensuite sur les outils qui peuvent être utilisés pour réduire ces inégalités. Mais je voudrais vous dire que inverser la dynamique des inégalités, qui est une dynamique actuellement de croissance des inégalités, inverser cette dynamique, c'est une affaire politique, ce n'est pas une affaire de mesures. Il faudra bien sûr des mesures, mais c'est une affaire politique. Il faut d'abord avoir l'appui du pays. Et actuellement, le sentiment de solidarité s'effrite en France. Et je pense que c'est un problème extrêmement sérieux. Je pense que la montée de l'individualisme dans notre pays, le chacun pour soi, constitue une menace pour la cohésion du pays. Il faut arriver à convaincre les Français qu'une société moins inégalitaire, une société plus juste, est une société plus agréable pour tous, parce qu'elle est plus confiante, parce qu'elle est plus optimiste, parce qu'elle est plus démocratique. Et je pense que ce travail n'est pas fait actuellement. Le mouvement associatif essaye de s'y livrer, mais il est peu entendu. Il n'a pas beaucoup de relais pour dire cela. On peut toujours faire des tribunes dans les journaux. J'en ai fait un nombre sérieux sans avoir le sentiment de changer quoi que ce soit à la réalité des choses. La crise du Covid, à un moment, a renforcé la solidarité du pays, parce qu'on s'est aperçu, le pays a réagi de manière où il y a eu des élans de solidarité. On l'a vu, la fabrication des masques, on l'a vu vis-à-vis des personnels soignants, on l'a vu vis-à-vis des salariés en première ligne, etc. Mais cette solidarité n'a pas, je pense qu'elle est extrêmement, ce rebond de la solidarité est très fragile et n'empêche pas l'effritement de la solidarité dans une société archipélisée, pour reprendre l'expression de Fourquet, où chacun se referme sur lui-même. Les riches font sécession et ils ne sont pas les seuls, parce que les banlieues font sécession aussi, et certains territoires font sécession parce qu'ils sont dans des situations où ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent rien attendre du reste du pays. Et donc, ils ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Et parfois à voter dans un sens que nous pensons, je pense, largement tous ici. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est d'abord une bataille culturelle, c'est une bataille politique. Il faut que la lutte contre les inégalités devienne un enjeu politique dans le pays. C'est le seul moyen de pouvoir ensuite mettre en œuvre les mesures techniques, que ce soit la fiscalité, que ce soit les successions dont je parlais,
que ce soit l'augmentation des prestations sociales. Moi, je n'étais pas un adepte du RSA pour les jeunes, mais je le suis devenu quand je vois la situation dramatique des jeunes actuellement. Je pense qu'on ne peut pas échapper à un minimum social pour les jeunes actuellement, parce que la situation est dramatique. Il y a 4 pays en Europe qui ne donnent pas aux 18-25 ans les mêmes droits qu'au reste de la population. La France fait partie de ces 4 pays. C'est une vraie question. Bon, tout cela, ça veut dire qu'il y a, si on veut mettre en place cela, il faut gagner une bataille, j'allais dire, idéologique sur la pauvreté et sur la solidarité. Il faut que la solidarité devienne une véritable valeur pour notre société. Voilà, je vais en rester là, hein, parce que sinon je serai trop long. Comme vous voulez. Non, je ne vais pas. À travers des questions, peut-être que je reviendrai sur Alors ça. on va lancer des questions. Surtout que je vous avais dit que je. Vous devez nous quitter à moins le quart. À moins le quart, voilà. Bon, ben, il nous reste quand même 50 minutes. 50 minutes, oui, donc ça fait quand même un beau débat. Je trouve que les questions peuvent être lancées. Je trouve que ce que vous venez de dire, notamment sur les jeunes, me paraît important. Donc, ça pourrait peut-être faire partie du débat. Ça pourrait être en effet une action très importante parce que les jeunes, c'est aussi non seulement une situation présente difficile, mais c'est aussi les gens qui vont couper votre micro, qui vont intervenir dans notre avenir, c'est-à-dire que les jeunes soient bien préparés à vivre dans notre société est un élément fondamental pour que notre société aille mieux, comme vous le disiez. Ce que vous avez dit aussi, vous avez employé un terme qui nous touche beaucoup, c'est à propos de la solidarité, c'est l'aspect culturel. Je pense que là aussi, il y a sans doute un travail important à faire dans la mesure où la culture n'est pas nécessairement bien partagée aujourd'hui et que la partager de manière peut-être plus égalitaire ou plus universellement serait aussi un élément important. Et là, on pense, parce que les gens comme nous ont un accès facile à la culture, mais il y a beaucoup de jeunes et de gens de banlieue notamment, où vous parliez tout à l'heure des Gilets jaunes, qui ont un accès à la culture qui est plus difficile, moins aisé ou moins riche que celui de beaucoup d'autres. Alors ça fait sans doute partie d'éléments qui sont essentiels pour assurer une meilleure solidarité entre Français. Le troisième point que je voulais aborder avec vous là tout de suite, mais les questions peuvent être lancées par d'autres, hein, c'est est-ce qu'on peut faire ça seul dans notre pays? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit être fait aussi et là, peut-être, c'est une occasion de renforcer les liens européens à un niveau européen. C'est-à-dire que la solidarité européenne qui n'a pas été toujours manifeste ces dernières années, est-ce que ce n'est pas aussi à travers des actions européennes de relance économique, mais peut-être de relance culturelle, sociale, que ça pourrait intervenir? Voilà. Sur la culture, je partage totalement votre avis. Ce qui m'a frappé quand j'étais président de la Fédération des acteurs de la solidarité, mais ça ne m'a pas frappé tout de suite, hein, j'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir, c'est que les associations qui sont auprès des personnes les plus précaires ont de telles urgences alimentaires, logement, chômage, qu'elles n'ont pas investi dans le domaine de la culture. À quelques exceptions près, j'en vois deux, c'est ATD et c'est Emmaüs Solidarité, la branche Emmaüs qui s'occupe du logement, qui ont investi dans le domaine culturel. Et donc j'avais, dans les 2 dernières années de mon mandat, mis l'accent sur cet aspect de culture, parce que je pense que, je n'en ai pas parlé, mais l'accès au droit est quelque chose d'absolument essentiel, et il y a un droit à la culture. Il y a un droit à la culture qui, évidemment, n'est pas respecté. Et d'autre part, je pense que la culture est un moyen d'aider les personnes à s'engager dans des parcours de réinsertion. Comme le sport, d'ailleurs. Les associations ne s'occupent pas du sport.
Or, si on veut intéresser les jeunes, il faut s'occuper du sport. Et je crois que là aussi, nous devons regarder l'action vis-à-vis des personnes les plus en difficulté, plus largement que sur les thématiques habituelles qui sont le revenu, l'emploi, le logement. Je crois qu'il faut aller regarder dans le champ culturel, dans le champ des loisirs, bien sûr, aller permettre à des gens d'aller passer 8 jours au bord de la mer et dans le champ du sport. Je crois qu'il y a, on croit que c'est accessoire et en fait, ça ne l'est pas. C'est pour la dignité des gens et c'est pour les remettre dans des dynamiques positives vis-à-vis de leur propre avenir. Sur faire ça seule, l'Europe, l'Europe développe certaines actions. Et je me souviens d'il y a 2 ans où l'Europe voulait supprimer le soutien au programme alimentaire de chacun des pays. Oui, malheureusement. Oui. Donc, je trouve que l'Europe. Alors maintenant, je sais que les cordons de la bourse sont un peu distendus, heureusement. Mais je n'attends pas de très grandes initiatives en matière sociale de l'Europe, surtout que les pays rappellent à l'Europe que c'est une compétence nationale et que ce n'est pas une compétence européenne. Alors, faut-il que ça devienne une compétence européenne? Personnellement, je me pose la question. Bon. On pourra reprendre cette question-là, sans doute, mais bon. Il y a des questions, je vais peut-être vous les poser. Si certains veulent les poser directement, là, je vois des questions qui sont écrites. Hein. Ne croyez-vous pas que le déficit de solidarité est lié à la rupture de liens de confiance avec les institutions ainsi que l'absence d'un dialogue où le citoyen soit partie prenante de l'élaboration des politiques? Rupture du Oui, lien de confiance avec les institutions et absence de dialogue où le citoyen soit plus partie prenante de l'élaboration des politiques. oui, je comprends bien. Oui. Euh, Moi, je suis un républicain assez traditionnaliste. C'est-à-dire que si de faire appel aux citoyens, c'est faire des conventions citoyennes comme celles que nous avons eues sur le climat, je dois vous dire mon très grand scepticisme. Parce que je pense que cette convention n'a pas été positive, même pour la cause qu'elle défend. Et je crois que la démocratie participative au niveau national est extraordinairement difficile à mettre en œuvre. Au niveau local, ça se fait beaucoup plus facilement. Au niveau du quartier, au niveau de la commune, ça se fait beaucoup plus facilement. Au niveau national, c'est quand même une affaire compliquée. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a un Parlement avec des députés élus et que le système électif a quand même quelques mérites et que le court-circuité présente aussi quelques inconvénients. Donc, lorsqu'on dit renforcer le lien de confiance, alors, rupture du lien de confiance avec les institutions, je partage totalement cet avis. Il y a une rupture du lien de confiance, c'est clair, et qui conduit au repli, c'est évident. Et ce rupture du lien de confiance, il est particulièrement fort en France, on ne le trouve pas ailleurs, peut-être en Italie, mais certainement pas dans les pays Allemagne, Autriche, Suisse, Grande-Bretagne, même Grande-Bretagne. Et ça, c'est inquiétant quand on voit que les parlementaires sont, les partis politiques, les parlementaires, les gouvernements sont dans le degré de confiance dans les sondages au plus bas. Il n'y a que les maires qui s'en tirent à peu près. On peut se poser effectivement des questions sur la solidité de notre démocratie, parce que les gens n'y croient plus. Et ça, c'est un véritable sujet. D'ailleurs, on constate qu'ils votent de moins en moins.
Et c'est un sujet de préoccupation. Et je pense que ça fait partie du délitement du lien de solidarité. Là, je partage cet avis. Mais sans... Alors, donc, remise en cause de la démocratie représentative, je pense qu'il faut. C'est Annie Non je, Moi, je ne veux pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. La démocratie représentative, c'est quand même pour moi la seule dont le fonctionnement soit à peu près transparent. Ouais, est-ce qu'on peut réagir là-dessus? Oui, bien sûr. Jean-Claude Henrard, alors. Moi, je crois que la représentation n'est plus démocratique. Quand on voit la composition du Parlement, combien d'ouvriers, combien de paysans ne sont pas représentés. Deuxièmement, la Constitution ne donne pas beaucoup de pouvoir au Parlement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir ça dans les institutions. La Ve République, elle est peut-être bien au début, mais là, elle fonctionne extrêmement mal. Un homme entouré du pouvoir exécutif et puis de godillots, je pousse un peu, hein. Comment peut-on avoir confiance dans le Parlement? C'est pas possible. Et c'est pour ça que la demande des citoyens peut compléter. Il ne s'agit pas de supprimer le Parlement, bien sûr, mais le Parlement ne joue pas son rôle actuellement. Il faut peut-être se poser la question de savoir pourquoi il ne joue pas son rôle. Moi, je pense qu'il y a eu une réforme catastrophique, c'est d'avoir aligné le mandat du président de la République sur celui des députés. Je crois qu'on est tous d'accord. Qui fait que les députés sont élus par le président de la République, quoi, en gros. C'est lui qui les désigne, puisque c'est sa majorité qui, dans le mois suivant, fait la majorité. Donc, on a affaire à un système totalement pervers. Donc, et je me suis abstenu au moment pour le référendum sur le quinquennat. J'aurais dû voter contre. Je regrette de ne pas avoir voté contre. Et je pense qu'on a fait là une très grosse erreur. Et, d'autre part, je pense que la dérive de la pratique constitutionnelle s'éloigne même de la Constitution elle-même sur les pouvoirs du Parlement. Je pense que le Parlement a beaucoup plus de pouvoir dans la Constitution que dans la pratique constitutionnelle. C'est un véritable sujet. Je crois. Quant à la composition de l'Assemblée nationale, ou du Sénat, encore pire, c'est extraordinairement difficile de changer les choses. Alors, je ne veux pas être léniniste, qui pensait que c'était une élite, une petite élite constituée d'intellectuels venant de la bourgeoisie qui devait guider la révolution. Donc, je n'en suis pas là, mais je crois que est-ce que la proportionnelle changerait quelque chose? J'en suis pas du tout sûr. J'en suis pas du tout sûr. Et d'autre part, amener des ouvriers à se présenter. D'abord, les ouvriers ne sont plus dans les partis politiques. Donc, ils ont fait sécession d'une certaine manière. Soit ils votent pour Madame Le Pen, soit ils ne votent pas. Et pour l'essentiel, ils ne votent pas. Donc, mais ça, c'est la faute aussi de la manière, excusez-moi, je crois qu'on peut exprimer ses opinions politiques ici, Monsieur le Président, mais je pense que la gauche a failli pendant 30 ans et qu'on le paye. Hein, quand la gauche mène la politique de la droite, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle puisse conserver l'appui des masses populaires. Elle a perdu l'appui des masses populaires. Et donc, c'est vrai que la démocratie française est malade. Quand on voit un mouvement comme celui des Gilets jaunes, c'est la manifestation d'une maladie profonde de notre système démocratique. Je ne crois pas qu'on remplace ça avec des conventions citoyennes, personnellement, dont on ne sait pas comment les gens sont choisis, parce qu'ils ont quand même été choisis. Et on ne sait pas par qui ils sont cornaqués. Et moi, j'ai les plus grands doutes sur la manière dont ils ont été pris en main. Donc, je suis. Ça peut être l'objet de manipulations
tout à fait dangereuse. Encore une fois, je préfère le système électif à ça, au tirage au sort organisé. C'est un tirage au sort organisé, je rappelle. Bon, on pourrait revenir sur ça. Hein. On pourrait engager sans doute un jour un débat sur cette question, parce que c'est une question je pense que ça relève tout à fait de vos compétences. D'autant que dans certains pays, ça se pratique relativement bien. Oui. C'est ce qu'on appelle des conférences de consensus ou des conférences. Oui, mais moi, je suis pour les conférences de consensus. Mais qui ne sont pas forcément vraiment de consensus, d'ailleurs, qui peuvent être de dissensus, mais qui au moins permettent de mettre à niveau les problèmes. Absolument. Je pense que des conférences qui ne visent qu'à faire, à mettre d'accord tout le monde sur des politiques, je crois qu'il faut accepter le dissensus. Il faut accepter le débat. Il faut accepter la différence et la discorde, dès lors qu'elle se fait dans des conditions qui sont des conditions maîtrisées, évidemment. Tout à fait. Et donc, ça mériterait, ce serait sans doute, Jean-Claude, un sujet qu'il faudrait qu'on reprenne, parce que c'est un sujet qui est compliqué. Quand des conférences de citoyens n'ont pas très bien réussi, on dit ça ne sert à rien. Alors peut-être que ça peut servir à quelque chose, mais peut-être pas dans les conditions où ça s'est passé, et peut-être pas de la façon dont ça s'est passé. Et quand les Islandais ont fait une conférence citoyenne pour refaire leur constitution, ils ont quand même été assez bons. Ce qui veut dire que ça marche quand il y a eu un travail de fond depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que c'est la mousse qui arrive après la marée, en quelque sorte. Et puis c'est une culture très différente. C'est une culture extrêmement différente. Sans doute. Nous sommes quand même des héritiers de la Révolution française. Hein. C'est vrai. D'autres questions. Alors, je vais voir, parce qu'il y a des questions qui apparaissent quand même. Donc, notamment les questions sur... alors, je ne sais pas si Denis voulait poser une question, je n'ai pas bien vu. Il y a des questions sur le revenu universel de Benoît Hamon. Est-ce que c'était une si mauvaise idée? Vous avez parlé de RSA pour les jeunes, en tout cas de faire des mesures pour tous les jeunes. On revient un petit peu à ça. Donc mais la question tourne autour de ça, c'est-à-dire de donner un revenu à des jeunes de façon qui sera en quelque sorte un revenu d'insertion dans la société. Oui. Je pense que si on étendait le RSA aux jeunes, il ne faudrait pas faire une simple extension du RSA. Il faudrait que ça soit accompagné d'une sorte de contrat pour la formation et l'accompagnement des jeunes. La garantie jeune, de ce point de vue, est pas mal, mais la garantie jeune, c'est un nombre de jeunes relativement limité, et surtout, c'est à durée limitée. C'est maximum 18 mois. Et que deviennent ces jeunes au bout de 18 mois? Donc, je pense que moi, je suis prêt à ce que ça s'appelle pareil, RSA jeune, mais garantie jeune, dès lors que ce n'est pas limité dans le temps. Alors, moi, je suis pour le revenu de base et contre le revenu universel. C'est-à-dire que je suis pour un revenu garanti, c'est-à-dire dont j'estime qu'il devrait être assez proche du minimum vieillesse, 825 ou 850 euros. Les personnes qui gagnent 400 euros recevraient 450 euros. Ceux qui gagnent 200 euros en recevraient 650, un complément. Mais je ne suis pas pour que tout le monde, quel que soit, sans distinction, reçoivent 800 ou 1000 euros. D'abord parce que le coût est astronomique, c'est de l'ordre de 400 milliards quand même. Hein. C'est-à-dire que ça remplace il faut savoir que soit on double le budget social de la nation, soit on remplace des tas de prestations par ça. Donc, je crois que... Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi moi, dans ma situation, qui est plutôt une situation aisée, je recevrais un revenu universel. Je trouve que ça n'a pas de sens.
Or, le revenu universel de Hamon, c'était tout le monde recevait ça. Tout le monde. Tout à fait. D'autre part, je ne voudrais pas en faire en plus un piège à emploi. C'est-à-dire que cela dispense les gens de chercher du travail et de travailler. Parce que moi, je crois qu'une société où on n'a plus où le travail n'a pas une place centrale, c'est une société qui va partir à volo. Ça, c'est mon sentiment. Parce que nous avons absolument besoin d'avoir des citoyens qui participent à la création de richesses dans le pays. On ne peut pas avoir des gens qui, parce qu'ils n'ont pas envie et que le revenu universel leur permettrait, se mettraient en marge de la société et simplement seraient des consommateurs des sommes qu'ils reçoivent. Donc, à la fois, je ne vois pas pourquoi des gens aisés ou correctement payés recevraient ce revenu universel. Je pense que c'est du gaspillage. Et deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas que ce revenu universel dissuade les gens de rechercher un emploi et de travailler. Ceci étant dit, j'estime qu'on ne peut pas vivre en France avec moins de 700, 800 euros par personne par mois. Et donc, je pense qu'il faut progressivement porter le RSA, qu'on peut rebaptiser, à ce niveau. C'est un effort considérable, mais sans commune mesure avec ce que propose Hamon. Ce qu'on proposait d'ailleurs. Bon. Ah bon, il le propose encore. Hein. Oui. Il est jeune, Hamon, il est beaucoup plus jeune. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà la question qui a été posée. C'est vrai qu'il y avait une discussion sur revenu universel, revenu de base, et que sur le. Bon, enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'arrive pas à voir si d'autres questions ont été posées. Les gens peuvent lever la main. Oui, vous pouvez aussi lever la main, faire des petites. En allant sur le. Il y a un Alain qui lève la main. Jean-Michel Echenne, je peux poser une question? Jean-Michel, oui, vas-y. Simplement, il y aura, je pense, à coup sûr un remboursement quand même de la dette colossale qui a été accumulée sur le Covid. Je ne crois pas beaucoup à son effacement total et miraculeux. Alors, est-ce que ça n'est pas l'occasion aussi de renforcer de nouveau les États un peu par rapport au libéralisme? Il y a eu de nouveau non plus l'État-providence, mais l'État venant au secours quand même de populations entières. Et est-ce que l'augmentation des impôts, qui à mon avis ne pourra que suivre, n'est pas une occasion de redistribuer un peu justement et de réduire les inégalités? Alors, la question de l'endettement est une question qui m'oblige à faire un peu de la technique. L'État ne rembourse jamais sa dette, il la renouvelle. Et il doit être en situation de convaincre les marchés qu'il est suffisamment solvable pour pouvoir renouveler sa dette. Donc, son niveau d'endettement, évidemment, est un élément qui préoccupe les marchés, parce qu'on se dit cette dette est devenue tellement forte qu'il n'aura plus de capacité même à la renouveler. On peut considérer qu'une dette est supportable tant que le service de cette dette est inférieur à la croissance nominale du pays. Parce que si le service de la dette est inférieur à la croissance nominale du pays, ça veut dire que la croissance permet naturellement une certaine réduction de la dette par rapport au PIB. Et donc, actuellement, nous sommes dans cette situation. Nous avons une croissance nominale qui se balade autour de 1,5 à 2%. Croissance nominale, c'est la croissance réelle plus l'inflation. On a une inflation qui est en train de friser les 1%. On a une croissance, je ne parle pas de l'année dernière, évidemment. Je parle des années précédentes qui étaient de l'ordre de 1,5%. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une croissance nominale qui est de 2 à 2,5%. Et la dette, actuellement, son coût est inférieur à 0,5%.
Donc, on est dans une situation où on peut s'endetter sans mettre en péril notre capacité à renouveler la dette. C'est-à-dire que les marchés financiers qui font comment ça se passe constatent que nous avons un service de la dette qui est inférieur à la croissance nominale, et ça les rassure. C'est pour ça que la France continue à s'endetter à des conditions extraordinaires. Ceci peut ne pas durer autant que les contributions, parce que les taux d'intérêt peuvent remonter. Ce n'est pas le plus probable moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je lis, c'est que les spécialistes considèrent que ce n'est pas ce qui est le plus probable devant nous pour les 4 ou 5 prochaines années. Mais au-delà, on n'en sait rien. Si les taux augmentent, si on revient sur des taux de 2 à 3%, qui ne sont pas des taux quand même prodigieux, on risque de se trouver dans une situation où la croissance nominale serait inférieure au taux d'intérêt. Et alors là, ça veut dire que les emprunts font boule de neige. C'est-à-dire qu'il faut emprunter pour payer les intérêts. Et là, nous aurions une difficulté. C'est pour ça, quand même, il faut être assez vigilant sur le niveau de la dette. Même si, encore une fois, l'idée de rembourser est une idée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les États ne remboursent pas leurs dettes. Les États-Unis moins que les autres. Eux, ils émettent des bons du Trésor et le monde entier les achète. Et quand ces bons du Trésor arrivent à échéance, les États-Unis en émettent d'autres. Donc, parce que personne n'imagine que les États-Unis soient insolvables. Nous pouvons, nous encore, nous permettre de jouer cette carte-là. Il faut être vigilant, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais actuellement, on peut encore jouer cette carte. C'est pour ça que moi, je dis que l'endettement doit être réservé, la croissance de l'endettement, à des investissements qui stimulent la croissance. Pour que cet endettement finance en quelque sorte sa capacité à être renouvelée. Voilà, c'est ça qui me paraît absolument essentiel. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'endetter pour payer les fonctionnaires. Par contre, s'endetter pour construire des infrastructures de très haut débit, pour construire, développer des sources d'énergie qui assurent, qui permettent la croissance du pays, etc. Là, ça a un sens. Pour la formation aussi. La formation, c'est un investissement de croissance, c'est clair. L'éducation nationale, c'est un investissement de croissance. Alors, il y a d'autres questions. Il y a des petites mains qui se sont levées, je crois. Donc, c'est peut-être pas dans l'ordre que je les ai vues, mais il y a Florence, Dominique et Eda. Je pose peut-être Florence. Je connais le prénom, donc voilà. Bonjour. Je crois que je n'étais pas la première, mais ça ne fait rien. Puisqu'on parle d'inégalité, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à travailler du côté des inégalités de salaire? On a des écarts de salaire énormes dans les entreprises, des écarts de revenus entre le revenu du travail et des actionnaires aussi, ça c'est incroyable. Par quel bout s'y prendre? Je pense que ce n'est pas uniquement en France, il faudrait avoir au moins une politique européenne là-dessus, mais qu'en pensez-vous? En politique européenne, je pense qu'il y a de telles différences entre les différents pays que je n'imagine pas que nous puissions dégager une politique européenne. Par exemple, ce n'est pas un sujet pour les Allemands. Ils ne se posent pas cette question. Donc, les Hollandais non plus. Donc, je pense que ça serait difficile d'avoir une politique européenne. En France, moi, je suis... c'est clair qu'il y a un certain nombre de salaires qui sont incompréhensibles. C'est une petite minorité. C'est ce qu'on appelle les 1% de salaires qui rentrent dans ces salaires incompréhensibles. Tout le problème, c'est que ce sont des gens qui sont extrêmement mobiles qui touchent ces salaires.
alors que le reste de la population n'est absolument pas mobile, eux, ils sont extrêmement mobiles. Donc, je pense que l'État n'a pas beaucoup de moyens de les convaincre de maîtriser ces 10 salaires. Et s'ils s'y essayent, les gens vont foutre le camp. C'est ce qui… Alors, c'est un aveu de faiblesse que je dis, mais c'est la réalité. On l'a vu d'ailleurs à un certain moment, les gens allaient s'installer en Belgique, etc. Et les entreprises ont des systèmes qui leur permettent de payer des salaires à l'étranger. Alors, quand ils payent ces salaires dans un pays qui a une fiscalité comparable à la nôtre, ça ne change pas grand-chose. Mais s'ils versent ces salaires dans un pays qui a une fiscalité beaucoup plus avantageuse, évidemment, la personne y trouve son compte. Et les entreprises sont tout à fait, les grandes entreprises multinationales sont tout à fait capables d'organiser cela. Moi, je vais vous donner mon exemple personnel. Airbus, qui s'appelait EADS à l'époque, est une entreprise de caractère, est une entreprise néerlandaise, comme pas mal d'entreprises. Elle a été néerlandaise parce qu'on ne voulait pas, les Allemands ne voulaient pas qu'elle soit française et les Françaises ne voulaient pas qu'elle soit allemande. Donc on l'a mise dans un pays neutre, les Pays-Bas. Eh bien, les Pays-Bas exigeaient qu'une partie de ma rémunération de patron d'Airbus soit versée aux Pays-Bas. Alors, je vous rassure, ils me piquaient 50% de ce que je touchais dans ce pays, c'est-à-dire à peu près équivalent à ce que à la tranche supérieure en France. Mais c'est pour vous dire qu'on peut très bien organiser facilement le versement de ces rémunérations à l'étranger. Donc, je suis assez sceptique sur la capacité de l'État à prendre des décisions. Je pense qu'il faut… la publicité qui a été faite est déjà un progrès sur les salaires. Maintenant, on sait exactement ce que les gens gagnent. Et je pense que cet affichage est déjà un élément important. Je ne suis pas sûr que l'opinion publique fasse pression. Moi, je voyais, vous savez, j'étais jusqu'au mois de février au conseil de surveillance de PSA. Le patron de PSA, Carlos Tavares, était fort bien payé. Et selon les critères que vous dites, les syndicats votaient, les représentants du personnel au conseil d'administration votaient des deux mains sa rémunération. Il n'y a jamais eu la moindre contestation de leur part. Donc c'est assez compliqué comme sujet. Et je n'ai pas trouvé la solution, si ce n'est de faire appel au civisme des gens. Et je pense d'ailleurs que c'est une question plus générale. On ne fait pas appel au civisme et au patriotisme des gens. Et je pense qu'il faut faire plus appel au civisme et au patriotisme des gens. Et je crois que c'est… On ne fait pas appel au patriotisme des chefs d'entreprise. Et je pense qu'on a tort. Je pense qu'un certain nombre de chefs d'entreprise seraient sensibles au fait qu'on fasse appel à leur patriotisme. Et là, je pense qu'il faut faire appel au civisme des gens. Alors, l'État peut donner de la soft, ce qu'on appelle de la loi douce, la soft law, c'est-à-dire dire ces rémunérations sont inacceptables, excessives, etc. Mais la question est de savoir si on peut maintenir ces gens en France. Et c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. Et quand on voit les sièges sociaux qui foutent le camp de France, je pense qu'on peut accélérer cette sortie des sièges sociaux avec une politique de maîtrise des plus hauts salaires. C'est très difficile. C'est un sujet très difficile. Et je pense que l'objectif que vous fixez est bon. Ce n'est pas normal que quelqu'un gagne plusieurs millions par an. Et je ne suis pas le plus mal placé pour en parler. Donc, je trouve que c'est anormal. Mais je n'ai pas trouvé la solution pour maîtriser ce phénomène, sachant qu'il est mondial.
Ensuite, les autres salaires, dès lors que la fiscalité… Moi, je pense qu'il faut que la fiscalité est un instrument que l'on sous-estime. Et il faut piquer une partie de cette rémunération par la fiscalité. Actuellement, la fiscalité des plus hauts revenus, c'est 50%. L'État pique la moitié à peu près. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas anormal. Alors que pour les revenus du capital, c'est évidemment là où les plus gros excès apparaissent. Mais enfin, regardez ce qui se passe aux États-Unis, où M. Musk, par la simple croissance des actions qu'il détient dans son entreprise, est devenu le deuxième homme le plus riche du monde après M. Bezos, le patron d'Amazon. Nous n'avons pas, sauf peut-être nous avons ça en France, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Et nous avons ça en France aussi. Nous avons quand même la 4e fortune mondiale, avec M. Arnault. Oui, nous avons ça aussi en France. Mais c'est un combat compliqué. Hein. Mais ça mérite d'être regardé. Je propose de passer aux autres questions. Peut-être Eda et ensuite Eda Weissmann et peut-être ensuite Dominique ou Bernard Six. Eda. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question que j'avais posée, mais c'était tout en haut, alors vous ne l'avez pas vue. C'était plus concret, c'est-à-dire vous avez fait un constat que ce qui était le pire en France en termes d'inégalité, c'était l'inégalité de chance. Est-ce qu'il y a en Europe ou ailleurs des exemples de pays qui réussissent mieux que nous, qui ont réussi aussi à avoir moins d'individualisme et la solidarité qui s'effriterait moins que chez nous? Est-ce qu'on a des exemples à prendre ailleurs? Est-ce qu'il y a des idées de politique ou de communication, de politique? Et est-ce que c'est par exemple le cas dans les pays scandinaves? Et voilà, est-ce qu'on aurait des choses à aller chercher ailleurs? Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que cette inégalité de chance est telle que la société est quasiment pétrifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mobilité sociale, ou très très peu de mobilité sociale. La progression républicaine qu'on a connue, le fils de paysan qui devenait instituteur, et puis le fils d'instituteur qui passait polytechnique, etc., tout ça c'est terminé, ça n'existe plus. Et je crois qu'on a beaucoup perdu dans ce domaine, et que beaucoup de pays sont meilleurs que nous, bien meilleurs que nous. Évidemment les pays nordiques, mais je pense que l'Allemagne est meilleure que nous. Je pense que la Grande-Bretagne est peut-être meilleure que nous. Je pense que nous sommes un pays particulièrement sclérosé et pétrifié dans vis-à-vis de la mobilité sociale. Et je pense que pour faire face à cela, il faut s'attaquer à la racine, c'est-à-dire aux jeunes, aux enfants. Ça commence par les places en crèche, ça se poursuit par la réforme de l'enseignement primaire et le paquet qu'il faut mettre pour l'enseignement primaire. Ça se poursuit dans tout notre système éducatif, qui est un système éducatif qui actuellement accroît les inégalités et ne les réduit pas, ce qui est quand même le comble. Ça se traduit par la politique du logement. On a vu dans la crise que ceux qui étaient les plus mal logés étaient les premières victimes de la crise du Covid. Ça se traduit dans la lutte contre le chômage de longue durée, qui est la gangrène de ce pays et qui est un reproducteur d'inégalités et de pauvreté massif. Il y a des gens qui n'ont pas vu leur père travailler. Donc, ils n'ont jamais vu leur père travailler. Comment voulez-vous qu'ils se préparent à travailler eux-mêmes? Donc, je crois que nous avons énormément de choses à faire
et que c'est un combat qu'il faut mener avec beaucoup de vigueur. Et je pense que moi, je suis très préoccupé du système éducatif français. Quand je vois la glissade dans tous les classements que l'on constate, alors il y a un peu moins de décrocheurs qu'avant, il y en avait 150 000, il y en a plus que 100 000 par an. J'aimerais savoir comment on a calculé les 150 000 et les 100 000 pour être bien sûr qu'on n'additionne pas des carottes et des navets. Mais moi, je pense que là, il y a énormément à faire. Ça me préoccupe plus que les inégalités de revenus, je dois dire, hein, franchement. Même si les inégalités de revenus, même s'il y a des revenus qui sont inacceptables, et ça pèse évidemment sur la mobilité sociale, parce que quelqu'un qui est au RSA à 513 €, il ne fait qu'une chose, c'est essayer de survivre. Il n'a aucune chance de sortir de la difficulté dans laquelle il est. Mais je pense aussi que ce qui se passe dans le système éducatif est absolument essentiel et que le pays doit mettre le paquet sur son système éducatif pour essayer de refaire démarrer cette ascension sociale et puis veiller à ce qu'il y ait une certaine mixité dans les écoles, veiller à ce qu'il y ait beaucoup plus de bourses, veiller à ce qu'on permette aux jeunes des banlieues qui ont envie de travailler sur le plan scolaire. Moi, j'ai soutenu une initiative de Blanquer quand il était recteur à Créteil, qui était les internats d'excellence. Je trouvais que c'était une bonne idée. On m'a dit que ce n'était pas républicain. Ah bon? C'était pourtant essayer pour ceux qui étaient volontaires, pas les meilleurs. On disait, ce n'est pas les meilleurs qu'on met là-dedans, c'est ceux qui sont volontaires, qui se disent, moi j'ai envie de m'en sortir, je ne veux pas rester, je veux pas être soumis à la pression de mon environnement qui m'empêche de travailler. Et on les mettait en internat et on avait des résultats formidables. Bon, ce n'est pas la panacée universelle, mais il va falloir prendre ce problème à bras-le-corps. On revient sur ces questions d'éducation, de formation qui sont sans aucun doute essentielles aujourd'hui. Dominique ou Bernard Six, si vous voulez poser votre question. Oui, on a vu, Louis Gallois l'a dit tout à l'heure, que le niveau de redistribution sociale était encore plus mis à mal par la crise sanitaire. Oui. Et les prélèvements sociaux sont quand même très importants en France et je ne pense pas que augmenter les impôts pour financer les boucliers sociaux, disons, soit à l'ordre du jour en ce moment. Donc, il ne nous reste pas grand-chose. Alors, que faire? On peut peut-être faire une chose qu'on a laissé tomber depuis pas mal de temps, réformer l'État. Réformer l'État et l'organisation de l'État et des collectivités locales, qui nous coûte quand même, je suppose, assez cher. On n'a pas chiffré, mais enfin, on sait quand même que… Et cette réforme de l'État, elle est quand même en panne, là, actuellement. Et surtout, alors quand on dit réforme de l'État, c'est surtout essayer de le rendre beaucoup plus efficace. Alors l'État, mais aussi tous les opérateurs sociaux, les CAF, etc., etc., pour qu'au moins on puisse dégager quelque chose et que ce soit plus transparent, de manière à ce que l'adhésion à l'impôt soit peut-être meilleure. Voilà, c'est une piste. Alors, je suis d'accord avec votre démarrage, avec votre fin. Je suis moins d'accord avec votre démarrage. Moi, je n'ai rien contre l'impôt. Hein. Je pense qu'il y a des impôts qu'on peut augmenter en France. Je parlais des droits de succession. Je ne vois pas pourquoi on réduit la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches. Franchement, je crois qu'il y a à faire du côté des impôts. Donc, je ne suis pas obsédé par le fait qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on paye des impôts. C'est l'expression de la solidarité nationale, l'impôt, quand même. Il faut le rappeler aux gens, d'ailleurs. On pourrait peut-être leur expliquer pourquoi ils payent des impôts.
Alors ensuite, vous avez dit, mais il faut, pour accepter l'impôt, il faut être sûr que l'argent est bien dépensé. Moi, je ne sais pas si on peut faire beaucoup d'économies au niveau de l'État. On peut certainement en faire, mais il faut embaucher plus de juges, il faut embaucher plus de policiers, il faut mieux payer les instituteurs, mieux payer les chercheurs, mieux augmenter le nombre et la rémunération des personnels de santé. Tout ça, ce sont des choses que tout le monde considère comme souhaitables et qui va coûter de l'argent. Alors, les économies qu'on peut faire d'un côté, je vois assez bien comment elles peuvent être dépensées de l'autre. Alors, vous avez évoqué les collectivités locales. Je pense que du côté des collectivités locales, il y a des économies possibles, même si elles améliorent progressivement leur fonctionnement. Enfin, ce n'est pas les cadences infernales dans les collectivités locales, on le sait bien. Donc, il y a certainement de la marge de manœuvre. Je ne suis pas absolument sûr que on trouve des dizaines de milliards, mais ce que je crois important, c'est qu'il faut réformer, améliorer l'efficacité, ne serait-ce que pour convaincre les gens de payer des impôts. Et je crois que là, vous avez raison. Il faut réformer l'État, il faut réformer les collectivités locales, il faut que tout ce monde-là soit plus efficace et ça aidera les gens à comprendre la nécessité de payer des impôts. Tandis que là, actuellement, ils disent que c'est pour payer les gaspillages de l'État, les gaspillages des collectivités locales, c'est de la spoliation. Donc là, je vous rejoins. Le consentement à l'impôt dépend de la qualité de la dépense. Il y avait une question qui rejoignait un peu celle-ci d'Annie 73, donc Savoie, qui était qu'est-ce qui serait possible pour améliorer l'inégalité des chances, notamment de récupérer ceux qui sont les plus précaires. Est-ce que le fait que les jeunes, ou pas les jeunes d'ailleurs, que notre système de protection sociale et l'accélération de la dématérialisation qui engendre un non-recours des personnes les plus précaires, les moins formées, en d'autres termes, ne faut-il pas chercher à simplifier l'accès aux droits pour récupérer les invisibles et les 10% les plus pauvres? Je pense que, bien sûr, moi, je pense que l'accès au droit est une question extrêmement importante. 30% des personnes qui ont droit au RSA ne le demandent pas. Et donc, je pense qu'il faut aller vers l'automaticité du versement du RSA. L'État y est évidemment hostile parce que ça veut dire qu'il fait des économies sur le fait qu'il y a du non-recours. Mais je pense que c'est indispensable. Et vous savez, l'aspect au droit ne se limite pas au RSA. Hein. Toutes les prestations font l'objet de fuites de ce type. Le numérique ne fait qu'accroître les choses, les difficultés. Parce que soit les gens ne savent pas se servir du numérique, soit ils n'y ont pas eux-mêmes accès. Donc, nous le constatons, moi je vois ça dans le secteur associatif, nous constatons les travailleurs sociaux passent une partie extrêmement importante de leur temps à faire à aider les personnes à remplir les formulaires qu'ils doivent remplir, qui sont d'une complexité extrême. J'avais proposé à Madame Touraine, ministre de la Santé, de remplir le formulaire nécessaire pour avoir accès à la CMU, à la complémentaire CMU. C'est 8 pages de questions. On vous demande l'historique de vos salaires sur toute l'année précédente pour des gens qui ont eu des petits boulots, etc. C'est quasiment impossible de reconstituer cela. Donc, l'accès au droit, c'est certainement important, mais je pense qu'il faut aller au-delà de l'accès au droit. Il faut être capable d'aller chercher les décrocheurs et de les remettre dans des dynamiques d'intégration. Alors, il y a des choses qui sont, la garantie jeune en fait partie,
Il y a les écoles de la deuxième chance, il y a les écoles de production, il y a des choses qui se font. Mais je pense que ça, c'est un enjeu tout à fait décisif. On ne peut pas laisser chaque année 100 000 jeunes partir à volo. Et il y a le problème de l'illettrisme aussi, qui est un problème très, très préoccupant en France actuellement. Et il faut que nous soyons capables de faire face à cela, ce problème de l'illettrisme. Donc, il y a énormément de choses à faire pour que on ne laisse pas. C'est pas parce qu'on a raté son école primaire, parce qu'on a raté sa formation initiale, parce qu'on est dégoûté de l'école, il doit y avoir des systèmes de rattrapage. Et je pense que là, nous n'avons pas encore, il y a de très belles expériences, et nous n'avons pas de politique organisée de rattrapage des décrocheurs et de ceux qui sortent du système scolaire sans aucune capacité et sans aucun bagage. Ça, c'est absolument, à mon avis, c'est une atteinte à la République de laisser sortir du système scolaire des jeunes sans aucun bagage. Merci Louis Gallois. Je pense là, je crois que je vais être obligé d'en rester là, j'en suis désolé. Voilà, ben on vous remercie. Je crois que tout ce qui vient d'être dit dans les derniers moments, ça ferait un beau programme politique pour des élections présidentielles qui devraient avoir lieu dans quelques temps. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Louis Gallois. Merci de m'avoir accueilli. Pour cette soirée avec vous et on espère vous revoir bientôt. Avec grand plaisir. Et je me considère toujours comme membre du Cercle Condorcet. On vous considère toujours et merci beaucoup. Merci encore une fois. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous aussi. Je pense que si vous voulez encore poser quelques questions, on peut discuter entre nous. Mais je pense que cet échange avec Louis Gallois était particulièrement sympathique, riche, divers aussi. Mais si vous voulez faire, je vois Jean-Claude en grande image, mais si vous voulez faire des remarques ou des questions, ou si vous voulez que ça serve à poser des questions pour les prochaines plénières, vous pouvez très bien nous le dire dès maintenant. Je voyais une main levée qui était Eric. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de cette invitation. C'est une amie qui m'a envoyé ça. Alors, je suis peut-être le plus jeune de l'équipe. Moi, je suis salarié, saisonnier. Et il y a une population qu'on n'a pas parlé, c'est bien nous, parce que cet hiver, nous n'avons pas travaillé. Il faut le savoir, on travaille dans le domaine du tourisme, là, pour la plupart d'entre nous. Et il y a une précarité qui est déjà bien présente en Savoie, je veux dire le lieu, c'est la Haute-Tarentaise. Même s'il y a des choses qui avancent tout doucement grâce à des gens qui font bouger des lignes, pas facile. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des saisonniers qui sont partis du territoire, parce qu'il n'y a plus de boulot. Certains n'ont pas eu de contrat de cet hiver. Moi, j'ai eu la chance, travaillant dans le remontée mécanique, d'avoir un contrat signé, même si je n'ai pas été au travail, parce que j'étais chez moi. Certains ont travaillé, mais bon, voilà, bref, c'est hyper compliqué. Mais il y a cette population et il y a le logement, bien sûr, qui est un gros problème. Par exemple, sur Val d'Isère, sur la station de Val, c'est une demande de 600 logements pour les saisonniers. Il y a un peu tout ça qui est présent sur notre territoire. Alors, ouais, il y a le bâtiment, il y a plusieurs corps de métier, mais là, avec la réforme du chômage qui arrive au mois de juillet prochain, ça va engendrer des catastrophes supplémentaires. Voilà, vous parlez de social, d'inégalité. Moi, je connais bien tout ça parce que j'étais au fond du trou il y a plusieurs années. On n'est pas à l'abri non plus. Et c'est un peu tout ça. Et c'est vrai que là, j'ai entendu des choses intéressantes. C'est vrai que ça mériterait. Après, la confiance des élites, moi, je peux vous le dire honnêtement, j'ai nullement confiance aux élites qui représentent on va dire, le département de la Savoie. On se demande dans quel camp ils sont, des fois. Bon, on connaît leur position politique, mais voilà, c'est un peu tout ça. Mais c'est un mal-être, un malaise aussi. Et voilà, pour terminer, il y a des gens qui se bougent sur le territoire. On essaie de faire bouger les choses. Elles ne sont pas faciles. Là, on sort du confinement, tout ça, mais on attend tous avoir du travail dans le mois qui suit, l'été, et on est nombreux. Je pense qu'on va rester sur la touche.
Voilà, c'est un peu tout ça. Alors, voilà, je ne sais pas comment dire tout ça, mais ce débat m'a apporté pas mal de réflexions et bien sûr, c'est l'affaire de tous. La solidarité individualiste, ça c'est vrai. On a un territoire quand même ici. Les gens sont individualistes sur bien des sujets. Moi, en ce moment, je me bouge beaucoup avec des gens sur les élections régionales, entre autres. Voilà, je participe à des réunions visio, entre autres, et ça me permet d'apporter du blé, des idées à des gens qui pourraient faire peut-être changer un peu les choses sur la région Rhône-Alpes, Auvergne, ou même déjà sur le département de Basse-Savoie. Voilà, c'est un peu tout ça. C'était très intéressant. Je serais bien content de continuer avec vous. Merci Eric, en tout cas, de nous livrer cette expérience parce que c'est très concret et très en relation avec ce qu'on a dit ce soir, hein, sur les besoins de solidarité, peut-être d'automaticité des aides dans un certain nombre de circonstances. Là, on parlait de mobilité, pardon, de service social, les services de l'État. Pôle emploi a été enlevé de ma commune il y a 3-4 ans. On l'a mis à 30 km. Et là, aujourd'hui, on crée des maisons de France. C'est-à-dire qu'on va faire déplacer un agent ou une agente de Pôle emploi, de quelqu'un de la CAF, qui va faire 30 bornes aller, 30 bornes retour, pour venir aider des saisonniers, tout ça, ou des gens, quels que soient, des demandeurs d'emploi. Parce qu'on a enlevé Pôle emploi sur le territoire pour le balancer à 30 km. Alors, imaginez les gens qui habitent à Val d'Isère, Tignes, etc. Même si les maisons des saisonniers qui font un travail depuis plus de 20 ans remarquable. Voilà, on défait un outil et puis derrière, on va reconstruire un truc, plus ou moins reconstruire. Et voilà, ça n'a qu'une tête pour moi et c'est la politique, malheureusement. Et puis bon, celle du chômage, ce qui nous attend. Et voilà, ouais. Vous savez, juste pour terminer, vous laisser tranquille, moi j'ai découvert dans un rapport que j'ai eu en 2006 sur les saisonniers, tout ça. Moi, je suis saisonnier depuis 92, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et j'ai découvert la maison des saisonniers d'une commune, de Val d'Isère, entre autres. Elle a été créée suite à des suicides. Faut-il attendre qu'il y ait des gens qui se jettent dans l'Isère ou du barrage de Tignes ou se pendent, comme on a connu dans un passé pas si lointain, des gens qui se sont pendus en forêt pour des raisons multiples, mais des fois la précarité et d'autres motifs. Faut-il attendre tout ça, qu'il y a des gens passent à l'arme à gauche, comme on dit? Non, moi je dis non. La responsabilité, elle vient des politiques qui nous représentent et de l'État. Hein. On démonte. Le Covid, on va le payer, hein, voilà, etc. On va tous le payer indirectement, je ne sais pas, mais voilà, c'est un peu tout ça qui est un malaise. Et voilà, merci à vous pour. En tout cas, merci Eric. Je pense que si d'autres voulaient donner un avis particulier maintenant, ou poser des questions pour les prochaines réunions. Non? Il n'est pas loin de 8 heures. Hein. On peut aussi se dire que vous pouvez profiter de la dernière heure avant le couvre-feu. Mais bon, surtout qu'il ne pleut pas pour le moment. Pas de remarques, pas de questions autres. Je ne peux pas voir tout le monde, donc n'hésitez pas à dire un mot si vous avez besoin. Sinon, ce que je vous proposerais volontiers, c'est de nous quitter maintenant et de nous revoir donc le 7 juin. Le 7 juin, ce sera donc une plénière sur la commune de Paris et ses 150 ans. Comme vous le savez, cette commune que certains ne veulent pas commémorer, mais pourquoi pas après tout, mais c'est intéressant de se rappeler ce qu'elle a été, ce qu'elle a fait, parce qu'un certain nombre de grandes idées qui sont apparues à ce moment-là, ou de grandes pratiques qui sont apparues à ce moment-là, notamment la laïcité, l'égalité homme-femme, l'éducation nationale, publique, tout un tas d'idées qui existaient déjà un petit peu avant, mais qui ont été mises en pratique au moment de la Commune, méritent d'être revues aujourd'hui à l'aune de notre actualité à nous, à la fois parce qu'elles ont créé un imaginaire, hein, voire une utopie, et que certaines de ces utopies sont toujours d'actualité. On parlait tout à l'heure d'égalité, de réduire les inégalités. C'était une des choses que la Commune de Paris avait tenté de faire et qui, bien évidemment,
ne plaisait pas à l'époque aux Versaillais et même à certains de leurs représentants républicains. Ce qui est le plus remarquable peut-être dans cette histoire de la commune, vous avez tous entendu parler de Jules Ferry, des Jules d'ailleurs. Or, Jules Ferry était un anticommunard absolu, était plutôt à l'origine pas un très bon républicain et n'était pas tellement pour l'école laïque. Et finalement, 10 ans, 15 ans après la commune, il a mis en pratique les idées de la commune sur l'école publique et ensuite, bien sûr, c'est au tour d'Aristide Briand et la République des radicaux en 1905 sur la laïcité, mais tous ces éléments-là ont eu un moment de naissance, de gloire et d'application pendant les 72 jours de la commune. Quand on voit ce que ces gens ont réussi à faire en 72 jours, ça mérite encore aujourd'hui d'être salué et peut-être de revoir un peu comment aujourd'hui encore on peut parler de la commune et de ce qu'ont fait ces personnes de la commune. Donc c'est avec Ludivine Bantini, qui est une historienne qui a publié un joli ouvrage sur la commune aujourd'hui. Je vous propose donc de la retrouver ensemble le 7 juin. Voilà, si vous êtes d'accord. Je vous salue donc. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Termine.